Dans les sections précédentes, nous avons vu comment les états propres du champ scalaire sont des particules qui peuvent exister en nombre arbitraire et qui n'interfèrent pas entre elles. Autrement dit, ce sont des particules libres. Euh, une façon différente de le dire, c'est que si j'ai un état euh, dans lequel chaque particule a une quantité de mouvement bien définie, eh bien c'est un état propre du Hamiltonien. Donc chaque particule va conserver sa propre quantité de mouvement. Dans cette section, on va voir comment on peut introduire un terme nouveau dans le Lagrangien ou dans le Hamiltonien, de manière à ce que ces particules interagissent entre elles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des processus de collision par lesquels deux particules vont échanger une certaine quantité de mouvement et poursuivre leur chemin, en notant bien sûr que ce terme nouveau qu'on ajoute soit une perturbation, soit suffisamment petit, cette interprétation sera valable. Donc, en fonction du modèle primitif, du modèle de billes qu'on avait au début, ce terme qu'on ajoute pourrait avoir la forme suivante. Ce n'est pas la seule possibilité, mais disons que c'est celle qu'on va étudier. Donc, vous vous souvenez qu'on avait de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle provenant de ressorts imaginaires. Ici, on ajoute un terme qui est une fonction du cube de la déviation de la bille numéro R. Donc, c'est un terme qu'on peut qualifier d'anharmonique. C'est un potentiel qui dévie de sa forme quadratique. Ceci, bien sûr, n'est qu'un modèle jouet. Donc, pour lui donner la forme nécessaire pour l'incorporer dans la théorie du champ scalaire, il faut prendre la limite continue. Donc, la limite continue, on la résume ici. Donc, ce u au cube va devenir essentiellement un phi au cube. La somme va devenir une intégrale et ainsi de suite. Donc, si on suit cette prescription, on obtient un Hamiltonien d'interaction, donc un terme supplémentaire dans le Hamiltonien, qui a cette forme, où on intègre le cube du champ dans l'espace. Et il y a une constante ici, la constante G, qui serait donnée par cette expression ici. J'ai le lambda que j'avais ici, et eh bien, il y a des facteurs qui interviennent dans la définition de phi par rapport à u qui vont sortir ici, parce que ces facteurs avaient été mis de manière à donner un facteur une demi devant le terme en phi carré, mais ça ne fonctionne plus dans le terme en phi cube. Bien sûr, il y a des facteurs supplémentaires qui devraient intervenir, donc on obtient une constante d'interaction, donc qui dépend de A et qui dépend de mu explicitement. Mais bon, ça n'a plus d'importance. Maintenant, on peut simplement la considérer comme une constante sans se soucier de son origine. Et notez que j'ai divisé par 6 ici, j'ai multiplié par 6 ici. Le facteur 6 est simplement conventionnel. On va voir comment ça simplifie les choses un peu plus tard. Bon. Donc, j'ai ce Hamiltonien d'interaction. Étant donné que j'exprime les états propres du système en fonction de particules qui sont créées à l'aide des opérateurs de création, eh bien, il est utile, même essentiel, d'exprimer cette perturbation en fonction des opérateurs de création. Donc, on va, dans cette expression, substituer la forme ou l'expression du champ phi en fonction des opérateurs de création et d'annihilation. Cependant, pour simplifier un peu l'écriture, on va le faire en dimension 1, c'est-à-dire qu'on n'aura pas des vecteurs, on va avoir, si vous voulez, des composantes en X qui sont désignées par des lettres simples. À la fin, quand on aura le résultat final de H1, on pourra le traduire en fonction d'un Hamiltonien en 3 dimensions. Ce n'est pas grave, la traduction est immédiate. Mais ce que ça fait ici, c'est qu'au lieu d'utiliser le facteur volume, j'utilise le facteur L, qui est la dimension du système en une dimension. Donc, c'est comme le volume en une dimension. Et voilà. Donc, si on substitue donc cette forme de phi là-dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On aurait premièrement toujours l'intégrale sur x. On aurait 1 sur le volume à la 3 demi, puisque j'ai 3 facteurs de phi. J'aurais bien sûr ces facteurs ici qui vont intervenir et la somme. Donc, j'aurai des sommes sur 3 vecteurs d'onde différents, puisque j'ai 3 facteurs, j'ai 3 sommes à représenter. Donc, j'ai 3 sommes P, P', Q, par exemple.
J'aurai des produits, des énergies associées à chacun des vecteurs d'onde ici. Le 2 qui est là, ben, c'est devenu, il est incorporé ici. Et j'ai les 3 facteurs ici. Bon. Donc, si je développe, je vais avoir 8 termes, autrement dit 2 au cube. Alors, je développe ici. Vous voyez, donc j'ai 8 termes. Ça continue de l'autre côté. Alors, bon, il y a des combinaisons de 3 opérateurs d'annihilation jusqu'à 3 opérateurs de création, et j'ai toutes les combinaisons entre les deux. L'important, c'est que j'ai des exponentielles ici qui aussi vont avoir des signes un peu différents selon que c'est l'opérateur de création et d'annihilation qui s'applique. Et je vais intégrer sur x. Donc, intégrer les exponentielles, parce que c'est la seule chose qui dépend de x maintenant, va produire des fonctions delta ou des deltas de Kronecker. On se place dans la normalisation discrète ici. Ça va me produire des deltas de Kronecker sur chacun de ces facteurs-là, et ce n'est pas les mêmes. Par exemple, ici, en intégrant sur x, j'aurai la condition que p plus p' plus q est égal à 0. Ici, j'aurai la condition que p plus p' moins q est égal à 0, et ainsi de suite. Donc, quand je fais ça, j'obtiens cette expression-ci. Encore une somme compliquée avec plein de deltas de Kronecker que je vais, dans la ligne suivante, utiliser pour éliminer la somme sur q. Donc, dans chaque expression, dans chaque terme, je vais exprimer q en fonction des deux autres impulsions, et je vais obtenir une somme maintenant où je pourrais éliminer p'. Alors, pardon, ce que j'ai fait ici, c'est éliminer p', et pas éliminer q. Je vais éliminer p', donc j'écrirai ici p' est égal à moins p moins q, p' est égal à moins p plus q, ainsi de suite. Donc, j'aurai une somme sur p et q, et j'aurai ces 8 termes où j'ai fait les substitutions appropriées. Je pourrais aussi, enfin, je me rends compte, bien sûr, que le hamiltonien que j'ai ajouté, le H1, c'est quelque chose de réel, donc hermitien en tant qu'opérateur. Il faut donc que cette somme ici soit hermitienne. Donc, à chaque fois que j'ai, par exemple, une quantité comme celle-là, j'en ai une autre comme celle-ci, qui est essentiellement son conjugué hermitien. Pas toujours dans le même ordre, bien sûr. On pourrait réordonner certains termes, les différents A qui correspondent à des quantités de mouvement différentes commutent entre eux, donc je peux modifier l'ordre. Et à la fin, j'aurai une expression comme celle-ci où j'ai 4 termes plus les conjugués hermitiens de ces 4 termes. Et c'est ainsi que s'exprime cette perturbation. Si je le faisais en 3 dimensions, au lieu de le faire en une dimension, j'aurais cette expression à la place, donc j'ai simplement changé la différentielle. Et bien sûr, ça correspondrait à une densité lagrangienne modifiée, à laquelle, donc, de laquelle j'ai soustrait un sixième de g phi cube. Autrement dit, le signe est un signe négatif dans le lagrangien, mais est un signe positif dans le hamiltonien, parce que ce que j'ai rajouté correspond à de l'énergie potentielle. Et l'expression que j'aurais pour H1 serait la même, sauf que j'aurais des vecteurs, j'aurais un volume ici, et alors ce qu'on obtient, c'est ceci finalement, et c'est avec ça qu'on va travailler. Bon. Alors, non, il n'y a pas vraiment de moyen de simplifier cette perturbation plus avant, mais elle est parfaitement utilisable telle qu'elle. Alors, on va faire un exemple. On va calculer la section différentielle de diffusion entre donc, 2 particules qui collisionnent et qui donnent 2 autres particules à l'aide de cette interaction. Donc, ce Hamiltonien interaction est le premier exemple qu'on a d'une interaction qui s'exprime en fonction d'un champ. Et c'est important, c'est assez simple, mais on va voir comment ça fonctionne. Et ce sera pareil pour les autres interactions qu'on va définir plus tard et qui sont, elles, plus pertinentes au monde physique. Donc, comment traiter ce problème des collisions? On suppose qu'on a 2 particules à l'entrée. Ces 2 particules correspondent à un certain état initial du champ scalaire. Cet état initial, je pourrais l'écrire comme ceci, c'est-à-dire que je crée à partir du vide 2 particules. Alors, j'emploie une notation abrégée ici où A1 veut dire
l'opérateur de création, A-1, pardon, l'opérateur de création associé à la quantité de mouvement P1. A2, ce serait avec la quantité de mouvement P2 et ainsi de suite. Donc, ceci est l'état initial. J'ai créé deux particules de vecteurs d'onde P1 et P2 respectivement, et je les ai créées sur le vide. L'état final, lui, est tout à fait différent. J'ai deux particules aussi, mais avec des quantités de mouvement différentes, P3 et P4. Et j'ai la conservation de la quantité de mouvement dans le processus, ainsi que la conservation de l'énergie qui va être, bien sûr, imposée par la règle d'or de Fermi. Alors, quand j'écris oméga 1, je veux dire ici oméga fonction de P1, donc l'énergie correspondant à la quantité de mouvement P1. Bon, il me reste à calculer l'amplitude de diffusion. Au premier ordre, on va montrer que cette amplitude de diffusion s'annule. Elle s'annule pourquoi? Bien, j'ai écrit ici en détail l'état final conjugué, donc le bras, l'état initial, et je l'ai hamiltonien ici. Et j'affirme que cette valeur moyenne dans le vide est nulle. Pourquoi? Parce que fait H1 au fond? Donc, chacun des termes contenus dans H1 contient trois opérateurs, c'est-à-dire soit trois destructions, trois créations, une destruction, deux créations, ou vice-versa. Bref, cet opérateur va changer le nombre de particules. Je ne peux pas garder le nombre de particules intact avec un tel opérateur. Donc, jusqu'ici, en agissant sur le vide avec ça, j'ai deux particules. En agissant avec H1, j'aurai la possibilité de créer une particule de plus ou peut-être d'en enlever une. Bref, j'ai un mélange de différentes possibilités. Et à la fin, j'aurai certainement un nombre de particules différent de 2. Et j'en prends le produit scalaire avec un état qui contient deux particules. Donc, c'est forcément un état différent. Donc, les états propres du champ scalaire non interagissants, c'est-à-dire le H0, ont des nombres bien définis de particules. Donc, si j'ai des nombres différents de particules, c'est que les deux états sont orthogonaux. Donc, j'obtiens 0. Par contre, au deuxième ordre de la théorie des perturbations, je passe par une séquence d'états intermédiaires. Donc, là, ça me sauve parce que l'état intermédiaire n, qui est ici, peut avoir un nombre de particules différent de l'état initial ou de l'état final. Enfin, c'est clair qu'il aura un nombre de particules différents. Par exemple, si le terme que j'emploie, ne serait-ce que celui-ci, par exemple, qui diminue le nombre de particules de 1, il en détruit 2, il en crée une, donc il diminue le nombre de particules de 1, eh bien, je pourrais avoir ce terme donc, qui agit sur l'état initial et qui produit un état intermédiaire qui ne compte qu'une seule particule. Ce même état intervient ici, mais le terme conjugué de celui-ci dans le hamiltonien va faire l'inverse. Il va augmenter le nombre de particules de 1 et me faire passer encore à un état à deux particules. Et si je choisis bien l'état intermédiaire, ce n'est pas tous les états intermédiaires possibles qui vont faire ça, mais si je choisis bien, je vais pouvoir passer de l'état initial directement par cette cascade d'actions jusqu'à l'état final exactement et obtenir une amplitude non nulle. Donc, voilà, il faut absolument passer au deuxième ordre dans la théorie des perturbations et trouver les bons états intermédiaires. Une façon graphique de voir ça, c'est de considérer donc, les diagrammes suivants qui sont très utiles. Ce ne sont pas des diagrammes de Feynman, ça y ressemble un peu, mais bon, ça va le devenir. Donc, j'ai représenté ici l'état initial qui est constitué de deux particules de quantité de mouvement P1 et P2. J'ai l'état final ici avec quantité de mouvement P3, P4. Et j'ai représenté ici l'état intermédiaire. Un état intermédiaire qui compte ici trois particules. Et j'ai d'autres possibilités, par exemple, où l'état intermédiaire ne compte qu'une seule particule. Ou, ici, l'état intermédiaire compte 1, 2, 3, 4, 5 particules. Donc, j'ai plusieurs possibilités, puisque
Dans le hamiltonien, ben, je peux détruire 3 particules. Bien sûr, ça, c'est impossible si je commence avec 2 particules. Je ne peux pas détruire 3 particules, mais je pourrais en créer 3, donc ce qui me ferait passer à 5. Je pourrais en détruire une au net, donc ce qui me ferait passer à une particule. Ou je pourrais en créer une. Donc, essentiellement, les deux diagrammes A et B correspondent à cette possibilité où j'ai créé une particule pour obtenir l'état intermédiaire. Ici, j'en ai détruit une, et ici, j'en ai créé 3 pour obtenir 5 particules dans l'état intermédiaire. Donc, ce sont les possibilités que nous allons couvrir. Il faut cependant identifier correctement le vecteur d'onde Q. Alors, une chose qu'on doit absolument remarquer et qui est très importante, c'est que le hamiltonien conserve la quantité de mouvement. Donc, chacun des termes qui est ici, lorsqu'il s'applique sur un état, ne change pas la quantité de mouvement totale. On le voit tout de suite ici, par exemple, parce qu'on, dans le premier terme, on détruit une particule de quantité de mouvement Q, on en détruit une de quantité de mouvement P, et une de quantité de mouvement moins P moins Q. Donc, en fait, la quantité de mouvement totale qu'on a détruite est 0. Ici, autre exemple, on détruit une particule de quantité de mouvement Q, une particule de quantité de mouvement P, et on crée une particule de quantité de mouvement P plus Q. Donc, encore une fois, on n'a pas changé la quantité de mouvement totale. Donc, la quantité de mouvement est conservée. Parfait, donc ça nous aide, ça nous dit essentiellement que dans la première possibilité ici, la quantité de mouvement de la particule supplémentaire que l'on crée dans l'état intermédiaire pourrait être égale à P1 moins P3. Pourquoi P1 moins P3? Parce que j'ai P1 ici. Ici, j'aurais P1 moins P3 plus P3, donc ce qui me donne la même quantité de mouvement qu'avant. Okay, donc le point qui est là représente essentiellement un de ces éléments de matrice. Donc ça, c'est représenté par un point sur le diagramme. Ça, c'est représenté par un autre point. Donc j'ai 2 points par diagramme. Et donc à chacun des points, j'ai cet élément de matrice qui intervient et qui doit conserver la quantité de mouvement. Autrement dit, l'impulsion totale de I et de N est la même. De N et de F est la même. Donc je me concentre sur l'action de chacun de ces de H1 dans chacun de ces 2 facteurs. Bon, la différence donc entre A et B, c'est que j'ai choisi un état intermédiaire différent dans le diagramme B. Dans le diagramme A, la quantité de mouvement P1 a disparu de l'état intermédiaire, mais P2 est demeuré dans l'état intermédiaire. Donc l'état intermédiaire contient une particule de quantité de mouvement P2 qui faisait partie de l'état initial, mais P1 a été détruit pour être remplacé par une quantité de mouvement Q et la quantité de mouvement P3 de la particule finale. Okay? Alors que dans B, j'ai conservé la quantité de mouvement P1, j'ai détruit la particule de quantité de mouvement P2, j'ai créé cette particule intermédiaire, et j'ai aussi créé la particule finale numéro 4. Donc, je détruis ou je crée les particules associées à l'état final et l'état initial une à la fois. Voyons comment calculer l'amplitude associée à ce diagramme. Ce facteur ici se calcule de la manière suivante. Premièrement, je sais que l'état initial est donné par l'application sur le vide des opérateurs de création A1 et A2. Je suppose ici que l'état intermédiaire est celui-ci, obtenu en créant les particules de quantité de mouvement P3, P2 et Q. Donc, en prenant le conjugué hermitien de cet état, j'obtiens ceci, où j'ai maintenant des opérateurs d'annihilation qui apparaissent. Et entre les deux, j'ai un des termes de H1, le terme précisément qui va créer la particule 3, détruire la particule 1 et créer la particule intermédiaire. Et donc, quand tout cela
est calculé, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, A2 qui est ici. Alors, supposons que tous ces opérateurs commutent entre eux, les quantités de mouvement sont différentes, donc on ne se soucie pas des cas exceptionnels où elles pourraient être identiques. Donc, j'aurais par exemple A2 ici, d'accord, qui va me donner 1, tout simplement parce que l'effet du A2 ici va être de détruire la particule qui a été créée par le A2 DAG. Donc, dans l'oscillateur harmonique, pour en revenir à l'oscillateur harmonique, quand je prends la moyenne dans l'état fondamental de A à DAG, j'obtiens 1. Donc, pour A2, c'est réglé. Pour A1, c'est pareil. J'ai apparié ici un A1 avec un A1 DAG qui apparaît à droite. Donc, ça aussi, ça n'aura pas d'effet. Pardon, pas celui-ci, celui-ci. Pour le A3, encore une fois, identique. Et pareil pour le AQ. Autrement dit, cet élément de matrice va être égal à 1 si tous les opérateurs de création sont appariés à des opérateurs d'annihilation correspondants qui sont situés à gauche. Et c'est ce qui se produit ici. C'est ce terme ici, donc, dans H1 est le seul qui va faire l'affaire, parce que parmi la myriade de termes qui sont présents dans H1, parce que j'ai une somme sur P et Q, ben, il faut absolument que je retrouve la capacité d'annihiler la particule numéro 1 et de créer la particule numéro 3. Et une fois que ça a été décidé, ben, je n'ai plus le choix. Q est déterminé par conservation de la quantité de mouvement. Donc, j'obtiens ici essentiellement 1 avec cet objet-là, mais évidemment, le Hamiltonien, ce n'est pas que ça. J'ai aussi les facteurs qui sont ici, donc ils vont contribuer de la manière suivante. J'aurai bien sûr le G, j'aurai les facteurs 2, le volume, qui sont combinés, et les différentes énergies. Alors, dans ces énergies, j'avais essentiellement oméga 1, oméga 3, donc en fait, c'est qu'est-ce que ça veut dire oméga 1? C'est oméga P plus Q, oméga Q, oméga P. Hein? Donc, dans ce cas-ci, ça correspond à oméga 1, oméga 3 et oméga Q qui est ici. Donc là, j'ai écrit oméga 1 moins 3. Ça veut dire oméga associé à P1 moins P3, c'est-à-dire oméga Q. Qu'est-il arrivé, vous allez me dire, au facteur que j'avais, c'est-à-dire, pardon, il est ici le facteur 1 sixième. Alors, qu'est-il arrivé à ce facteur 1 sixième? Eh bien, c'est que j'ai besoin, pour faire ce que je viens de montrer, d'un terme ici qui contient 2 opérateurs de création, un opérateur d'annihilation, avec des étiquettes correspondant à différentes valeurs de P, Q et P plus Q. Mais ces étiquettes pourraient changer en quelque sorte. Autrement dit, j'ai 6 dispositions possibles de ces étiquettes qui me donneraient exactement le même résultat. Et c'est pour ça que j'avais mis un facteur 6 au départ, c'est 3 factoriels. C'est comme permuter les différents termes. Donc, je pourrais permuter les différents termes qui interviennent ici, et ça donnerait exactement la même chose dans cette expression. Donc, en fait, j'aurai 6 termes comme ceux-ci qui vont faire l'affaire dans la somme, et le 1 sixième va compenser cela exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai à la fin, j'ai perdu ce facteur 1 sixième. Et j'obtiens cette valeur pour ça ici. Bon, toujours dans la théorie des perturbations, j'ai ce terme-là en plus. Donc, il faut que je passe de l'état intermédiaire à l'état final. Et je vais faire quelque chose qui est semblable. Je pourrais écrire une expression comme celle-ci, mais avec l'état intermédiaire à la place. Ce qui est important, c'est que le terme qui surviendrait ici aurait pour mission de annihiler la particule numéro 2, créer la particule numéro 4 et annihiler la particule intermédiaire, qui est là, le vecteur donc Q, tout en préservant le P3 qui est ici. Okay.
Donc, il y aura un terme correspondant qui ferait exactement cela. Et j'aurai à la place cette amplitude. Donc, j'aurai oméga 2, oméga 4 et oméga Q qui se présenterait aussi. Et voilà, donc quand je combine, donc il s'agit enfin de se poser la question quel est le dénominateur. Donc j'ai besoin pour ça de l'énergie de l'état initial et de l'énergie de l'état intermédiaire. Donc l'énergie de l'état initial, bon, c'est oméga 1 plus oméga 2. L'état intermédiaire contient les particules 2, 3 et la particule intermédiaire, donc ce serait oméga 2 plus oméga 3, plus l'énergie de la particule intermédiaire. Je soustrais, bon, alors j'aurai ici oméga 2 qui s'en va, j'aurai oméga 1 moins oméga 3 moins oméga 1 moins 3. Et donc je pourrais écrire cette contribution à l'amplitude. Donc, provenant donc de ça ici. Donc là, je l'ai réarrangé un petit peu pour mettre les quatre, donc ça avec ça, et j'ai mis ça à part. Okay? Donc là, évidemment, j'ai un produit de racine carrée, donc je peux le sortir de la racine, comme ceci, et j'ai ce dénominateur qui est là. Voilà. OK. Bon, je vous invite à refaire l'exercice par vous-même. Ce serait évidemment très long de toujours faire ces détails dans chacun des calculs. Et c'est pour ça qu'il y a des méthodes diagrammatiques et des règles qui existent pour codifier toutes ces possibilités. Comment je pourrais faire maintenant comment pourrais-je calculer le diagramme B? Quelle est la différence entre A et B? Eh bien, c'est comme une image miroir. Donc, c'est comme si j'avais ici remplacé 1 et 3 par 2 et 4. Et donc, j'ai remplacé 1 et 3 par 2 et 4, hein, si on compare les deux. Donc, bon, pas besoin de refaire des calculs. Ici, je vais simplement remplacer, donc j'ai dit 1 et 3 par 2 et 4. Et donc, je vais remplacer 1 par 2, 3 par 4, ce qui correspond à faire cette inversion, cette image miroir. Et donc, je prends la réponse que j'avais ici, je la change simplement en faisant ces opérations. Okay? Mais il faut prendre garde parce que ici, la conservation de l'énergie me dit que oméga 1 moins oméga 3, c'est la même chose qu'oméga 4 moins oméga 2, hein, parce que oméga 1 plus oméga 2 égale oméga 3 plus oméga 4, donc je peux l'exprimer différemment comme ceci. De même pour la conservation de la quantité de mouvement. Donc, je peux me servir de ces trucs-là. Je peux aussi me servir du fait, bien sûr, que l'énergie ne dépend pas du signe de la quantité de mouvement, donc que ce soit oméga de 3 moins 1 ou oméga de 1 moins 3, c'est la même chose. Et ce qui fait qu'à la fin, je me retrouve avec une expression qui est très semblable à celle que j'avais pour A. La différence essentielle, c'est que ces objets-là apparaissent avec un signe opposé. Parce que j'ai remplacé, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé oméga 1 par oméga 2, oméga 3 par oméga 4, et là, je me suis servi de ça, oméga 4 moins oméga 2, donc l'opposé de ça est égal à oméga 1 moins oméga 3. Donc ça, c'est la même chose que ce qui est écrit ici. Bon, donc je peux les combiner, parce qu'au fond, j'ai besoin de l'amplitude totale. En réalité, je dois sommer sur plusieurs états intermédiaires, et donc les diagrammes A et B sont juste deux contributions parmi d'autres. Si je somme les deux, donc ça reste, je mets ici, donc je mets au même dénominateur ces deux trucs-là, okay, et j'obtiendrai oméga 1 moins oméga 3 moins oméga carré 1 moins 3. Et en mettant au même dénominateur, ben, j'ai récupéré un facteur oméga 1 moins 3 au numérateur qui annule celui-ci. Donc, je n'ai que ça ici. Et qu'en est-il de oméga 1 moins 3? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est l'énergie associée à une quantité de mouvement P1 moins P3, donc je pourrais l'écrire comme ça. Et donc, à la fin, je vais écrire ça de la manière suivante. À l'aide de quadrivecteurs associés à P1 moins P3. Donc, la composante temporelle de P1 moins P3, c'est ça. La composante spatiale de P1 moins P3, ce serait ça. OK? Et ça interviendrait avec le bon signe, c'est-à-dire que ce serait soustrait, donc, parce qu'ici, bien sûr, il y a un signe moins. Et il me resterait ici le
fameux m carré que j'ai soustrait, que j'aurai ici. Voilà. Alors, tout ça a été obtenu dans la normalisation non relativiste des états. Et maintenant, je vais passer à la normalisation relativiste. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? On fait deux choses. On supprime les facteurs de volume et on ajoute un facteur de normalisation provenant des états initial et final qui m'enlèverait ici les facteurs 1 sur 2 racines de l'énergie. Donc, c'est ce que j'ai ici, le 4 qui apparaît là-dedans. Je pourrais le transformer en 16 à l'intérieur de ça ici. Et donc, j'aurai un facteur 2 pour chacune des énergies. Donc, le 2 oméga 1, 2 oméga 2, 2 oméga 3 et 2 oméga 4 qui sont là, dans la normalisation relativiste, ils vont simplement disparaître. C'est ce que je veux dire par ce symbole ici. Ils sont éliminés. Donc, dans cette normalisation, à la fin, j'aurai simplement ça ici. Voilà. Et c'est ça que j'appelle amplitude numéro 1. Okay. Bon. On peut faire le même genre de travail pour les deux autres diagrammes. Okay. Donc, je n'irai pas dans les détails, je vais simplement citer les résultats. Donc, j'aurai MC, MD, qui ont une forme semblable. Ce n'est pas exactement les mêmes dénominateurs qui interviennent ici. Je pourrais les combiner ensemble et j'aurai cette fois au dénominateur ici le carré du quadrivecteur P1 plus P2 au lieu d'avoir ce que j'avais ici, c'est-à-dire P1 moins P3. Je soustrais la masse au carré encore une fois et encore une fois, en passant à la normalisation relativiste, je perdrais ce facteur ici qui deviendrait 1 et donc j'obtiendrai à la fin cette amplitude. Bon. Alors, on a fait ces calculs dans le cadre de la théorie des perturbations dépendant du temps, une théorie non relativiste, dans une formulation non relativiste de la mécanique quantique, c'est tout ce qu'on connaît. Il existe une formulation relativiste de la mécanique quantique, en particulier adaptée à la théorie quantique des champs, et une théorie des perturbations correspondantes, qu'on appelle la théorie covariante des perturbations, qui a été justement proposée par Richard Feynman en premier, aussi utilisé par Schwinger, Tomonaga. Enfin, c'est ça qui leur a valu en partie le prix Nobel en 1965. Il y a d'autres contributions, bien sûr. Et c'est Freeman Dyson qui l'a formulé correctement, qui a réconcilié toutes ces façons de faire en une seule théorie covariante des perturbations. Et quand on procède de cette manière, eh bien, les diagrammes sont un peu moins nombreux, donc un peu plus simples, et c'est ce que je vais expliquer maintenant, c'est-à-dire que on peut combiner donc les deux premiers diagrammes, A et B, en un seul diagramme qui maintenant a cette forme. J'ai les deux particules initiales avec des quadrivecteurs P1, P2, particules finales avec quadrivecteurs P3, P4, et j'ai une particule intermédiaire. Donc, je ne l'appelle pas état intermédiaire, je l'appelle particule intermédiaire. Parce que ça ne correspond pas à un état intermédiaire, mais à une combinaison d'amplitudes qui ont des états intermédiaires différents dans la théorie des perturbations à laquelle on est habitué. Par contre, le total, donc ce que ça donne comme résultat, est propre à une particule intermédiaire qui aurait un quadrivecteur Q. Et l'amplitude s'exprime en fonction de ce quadrivecteur Q qui est ici égal à P1 moins P3. Donc, c'est comme si, en fait, le quadrivecteur de la particule intermédiaire était obtenu en appliquant la conservation de l'énergie-impulsion à chacun des vertex. Un vertex, c'est ce point-là ici. Donc, j'aurais par exemple une énergie-impulsion P1 qui rentre, une particule intermédiaire est émise avec une énergie-impulsion Q, et donc ce qui sort doit, en conservant l'énergie-impulsion, être égal à P3, ce qui veut dire que Q est égal à P1 moins, à P1 moins P3, exactement. D'accord? Donc, je conserve l'énergie-impulsion à ce vertex. De la même manière, lorsque cette particule intermédiaire se recombine avec la particule de énergie-impulsion P2, ça me donne une particule d'énergie-impulsion P2 plus
P2 plus Q, et Q est égal à P1 moins P3, donc ce serait P1 plus P2 moins P3, qui donne vraiment P4 parce qu'on a conservation globale de la quantité de mouvement et de l'énergie. Donc, l'interprétation de ces diagrammes est qu'une particule est émise en conservant la quantité de mouvement et l'impulsion à chacun des vertex. Elle est émise ici, absorbée ici, et cette particule est qualifiée de virtuelle. Pourquoi virtuelle? Parce que ce n'est pas une particule physique observable. Quand on observe maintenant le quadrivecteur Q, qui est donné par P1 moins P3, ce n'est pas un quadrivecteur qui est situé sur la couche de masse. Couche de masse, concept important. Qu'est-ce que la couche de masse? Si j'ai une particule physique de quadrivecteur Q, eh bien, je vais grossir ici parce que c'est un peu petit. Normalement, si ça correspond à une véritable particule physique, le carré du quadrivecteur me donne Q0 carré moins vecteur Q au carré, et ce serait égal à M carré. C'est la relation de dispersion des particules de masse M. On pourrait voir cette équation comme définissant une hypersurface dans l'espace-temps réciproque, c'est-à-dire l'espace correspondant ou décrit par les composantes Q0, Q1, Q2, Q3. D'accord? Donc, dans cette espèce d'espace-temps réciproque, cette équation définit une surface, une hypersurface qui ici aurait une allure d'hyperboloïde de révolution. Par exemple, si la masse était zéro, cette surface serait simplement un cône dans l'espace-temps. Ici, c'est quelque chose qui n'est pas un cône parce que les deux points du cône ne se touchent pas, parce que j'ai cette masse ici, donc ça fait plus comme un hyperboloïde de révolution. Cette hypersurface, c'est ça qu'on appelle la couche de masse. Okay. Les quadrivecteurs qui ne sont pas sur cette hypersurface ne peuvent pas décrire des particules de masse m. Okay. Donc, la particule virtuelle ici n'est pas sur la couche de masse. Okay. Comment peut-on voir qu'elle n'est pas sur la couche de masse? Eh bien, faisons un exemple. Supposons qu'on se place dans le référentiel du centre de masse. Donc, dans ce référentiel du centre de masse, j'ai les particules 1 et 2 qui arrivent comme ça. Elles sont déviées en particules 3 et 4. La particule 3 va avoir la même énergie que la particule 1. En fait, toutes les particules vont avoir les mêmes énergies puisque je suis dans le repère du centre de masse et que les deux particules ont la même masse. Donc, E1 est égal à E3. Donc, le quadrivecteur Q, donc P1 moins P3, aurait une composante temporelle 0 et une composante spatiale P1 moins P3 vecteur, c'est-à-dire le transfert de quantité de mouvement. Alors, c'est clair que si je prends le carré de ce quadrivecteur, j'obtiens quelque chose qui est négatif, parce que le terme positif qui vient de la composante temporelle est nul. Donc, tout le reste contribue de manière négative. J'aurais Q carré plus petit que 0, alors que si c'était sur la couche de masse, j'aurais Q carré est égal à M carré, qui est positif. Donc, manifestement, cette particule virtuelle n'est pas sur la couche de masse. De même, les deux autres diagrammes, les états intermédiaires correspondant à C et à D, quand je les combine, me donnent cette contribution ici dans la normalisation relativiste, et j'ai P1 plus P2 qui apparaît ici au dénominateur. C'est donc que la particule virtuelle est obtenue à partir des particules P1 et P2. C'est comme si ces deux particules s'annihilaient pour former une seule particule virtuelle qui, plus tard, va elle aussi former ou se désintégrer, en guillemets, pour donner des particules 3 et 4. Donc, il est difficile de parler de processus physique d'absorption et d'émission ou de désintégration parce que, évidemment, la particule virtuelle de quantité de mouvement, en fait, de quadrivecteur Q n'est pas réelle, elle n'est pas sur la couche de masse. Donc, ce n'est pas vraiment une particule qui est absorbée, émise ou qui se désintègre. C'est une image qu'on utilise dans la théorie des perturbations, mais il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Mais ces diagrammes que je viens de dessiner sont de véritables diagrammes de Feynman. Donc, dans ce formalisme de la théorie des perturbations, les particules initiales
ou finales sont des particules réelles sur la couche de masse. Elles interagissent via ces fameux vertex qui correspondent grosso modo quand même au vertex qu'on a ici, c'est-à-dire que ce sont des facteurs du Hamiltonien, c'est le Hamiltonien d'interaction, c'est-à-dire qui intervient ici. À chaque vertex correspond une puissance de la constante G. Donc, ce processus est un processus du deuxième ordre en théorie des perturbations. Donc, elles interagissent par l'échange de particules virtuelles de plusieurs manières possibles, de toutes les manières possibles qui vont permettre ce genre de vertex où j'ai trois particules qui se rencontrent. Voilà. Faisons une petite parenthèse. On a calculé ici une amplitude de diffusion dans la normalisation relativiste. Elle comporte ces termes-là. Et elle en comporte d'autres aussi que je n'ai pas... enfin, il y a deux autres états intermédiaires, j'ai un peu triché, que je n'ai pas montré. Ils s'obtiennent simplement ici en échangeant les particules 3 et 4. Autrement dit, dans l'état final, je pourrais considérer les deux particules dans un ordre quelconque. Ce sont des particules identiques, ce sont des bosons. Donc, échanger ces deux particules, ça revient au même. Donc, j'aurais pu écrire quelque chose comme ceci, croiser les pattes comme ça, au lieu de le faire comme ça, ou le faire comme ça, au lieu de le faire comme je l'ai indiqué. Autrement dit, tout à fait légitime de le faire. Ça n'a pas vraiment d'impact ici, puisque, au fond, les deux particules 3 et 4 interviennent exactement au même endroit, donc les échanger n'a aucun impact. Mais dans ce diagramme, oui, ça a un impact parce que l'état intermédiaire serait différent. Donc, je pourrais considérer, en plus de ces deux diagrammes de Feynman, un dernier diagramme qui serait comme le premier, mais qui aurait la forme suivante, où j'aurais échangé ici les pattes, comme ceci. Et donc, je ne l'ai pas indiqué, mais tout ce qu'il faut faire pour l'inclure, c'est échanger 3 et 4 dans les équations. Donc, dans l'amplitude finale, la totale ici, j'aurais G carré, bien sûr, j'aurais la contribution de A et B, donc celle-ci, la contribution de C et D, celle-ci, et une contribution supplémentaire où j'ai simplement échangé 3 et 4, les numéros. D'accord? Donc, j'ai remplacé P3 par P4. Voilà. Maintenant, pour calculer cette amplitude, on va se placer dans le référentiel du centre de masse. Donc, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc, on a deux particules, 1 et 2 comme ça, qui interviennent, et deux particules 3 et 4 qui vont sortir. C'est ce qui est indiqué ici. Et l'angle θ, c'est l'angle de diffusion, c'est-à-dire l'angle de déviation de la particule 1 qui est devenue la particule 3. Et encore une fois, est-ce que la particule 1 est devenue la particule 3 ou la particule 4? Ça n'a aucune importance, puisque les particules 3 et 4 sont identiques. Je pourrais considérer que classiquement, la collision procède comme ceci pour la particule 1 ou comme ceci. C'est exactement la même chose. Classiquement, ce serait différent, mais en mécanique quantique, je ne peux pas distinguer ces deux possibilités parce que je ne peux pas suivre les particules à la trace. Il n'y a pas vraiment de trajectoire. Et donc, le fait d'inclure ces deux termes m'assure en fait que les deux possibilités sont couvertes, qu'elles sont absolument identiques. Donc, je vais poser P1 est égal à P dans la direction X, P2 est l'opposé, P3 est dans la direction N quelconque, et P4 dans la direction opposée. Toutes les quantités de mouvement ont la même grandeur ici. Donc, et toutes les énergies sont identiques. Encore une fois, ce sont toutes des particules de même masse, elles ont les mêmes quantités de mouvement en grandeur, donc toutes les énergies sont identiques. Donc, quand je calcule P1 moins P3, eh bien, la composante temporelle de ça, E1 moins E3 est 0, et j'aurai la partie spatiale P1 moins P3, donc qui serait égale ici à Q, et qui me donnerait donc le moins Q, hein, dans le calcul de la norme du quadrivecteur, ce qui donne moins P, et là, j'aurais, bon, à prendre le carré de ce truc-là, donc ça me donnerait
2 plus, non, 1 plus 1 moins 2 fois le produit scalaire de x et de n, donc ça me donne bien ça ici. J'ai mis x, parfois j'avais mis z, alors ici j'ai un système où l'axe horizontal c'est l'axe des x, j'aurais pu prendre l'axe des z, ça aurait été plus fidèle à ma nomenclature pour l'angle θ, mais bref, j'ai 2 moins 2 cos θ, ou ceci, on a déjà fait un calcul semblable avant. Pour la deuxième, ou le deuxième terme, donc j'aurai P1 moins P4, donc ça revient à dire ça, avec un plus au lieu d'un moins. Donc j'aurai un plus au lieu d'un moins, et donc l'identité trigonométrique est différente, j'aurai un cosinus carré de θ sur 2 à la place. Enfin, pour le troisième terme, P1 plus P2 égale 0. Donc j'ai P1 plus P2 ici. La partie temporelle de ça, la composante temporelle, me donne la somme des deux énergies. Donc j'ai oméga 1 plus oméga 2, elles sont pareilles. Ça c'est E plus E, ça fait 2E au carré, ça fait 4E carré. Alors que la partie spatiale de ça ici vaut 0. Donc, en revenant là-dessus, en substituant ce que valent ces dénominateurs, j'obtiens ça ici. 3 termes. Je peux maintenant calculer la section différentielle de diffusion. Pour cela, je dois utiliser une formule qui est appropriée au référentiel du centre de masse. On n'a pas démontré explicitement cette formule, c'est un problème 1.6, d'accord? Donc, ça me donne ça. Je me sers pour arriver là, je me sers de la formule que j'ai trouvée précédemment pour la section différentielle dans un référentiel quelconque. J'applique à ce référentiel et je trouve ceci. Ça dépend bien sûr de l'amplitude au carré. Sinon, ça va dépendre du rapport des quantités de mouvement. Ici, ce rapport est égal à 1. J'aurai 1 sur l'énergie au carré qui va intervenir. Donc, je mets ça là-dedans. J'obtiens ceci. Bon, vous allez me dire, c'est un peu compliqué. Oui, parce qu'il faut que je prenne le carré de ce truc-là. Je n'ai pas envie de faire le calcul dans le détail. Je donne ça à titre informatif. Mais ça dépend de l'angle. On peut mettre ça dans Mathematica ou dans SymPy si vous voulez pour le simplifier. Mais donc, ça dépend de l'angle θ. Ça dépend de l'énergie. Alors, l'énergie, ici, je l'ai figurée en fonction de gamma. Gamma, ici, c'est simplement le rapport connu entre l'énergie d'une particule, une des quatre, enfin, ça n'a pas d'importance, elles ont la même énergie, et la masse. Donc, c'est le facteur gamma en relativité, finalement, qui intervient ici, là aussi. Bon, alors quand je prends gamma très grand, qu'est-ce qui se passe? Ça va comme gamma carré, ça va comme gamma à la 4. Il y a un truc en gamma à la 4 aussi là-dedans. Donc, j'aurai quelque chose en 1 sur gamma carré au total. J'ai 1 sur gamma carré, donc ça va comme 1 sur gamma à la 4. Donc, ça tombe rapidement avec l'énergie, ce truc-là. Et ça va comme G4. Normal, parce que, bon, M va comme G carré. Donc, la section différentielle va comme le carré de ça. C'est le carré d'amplitude qui intervient, donc ça va comme G à la 4. Donc, on a calculé ici notre première section différentielle. On n'a pas fait tous les détails, mais on voit à peu près comment le faire, qui représente ce qu'on pourrait observer si on avait ces fameux bosons qui viennent d'un champ scalaire et qui diffusent entre eux, avec une interaction bien particulière, qui est l'interaction en